Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors, bonsoir ou bonjour chez vous, selon le cas. Nous voilà un autre rendez-vous de l'heure du conte. C'est à chaque semaine donc un plaisir de vous retrouver pour poursuivre les péripéties à travers les récits de Jean-Claude que je salue. Salut, Rosette. Allô? Salut, monsieur mon monde. Le beau monde de Charlevoix-Ouest qui t'écoute religieusement. Parce que tu sais qu'on a des auditeurs qui viennent de partout dans Charlevoix, puis plus loin, puis il y a des gens qui nous prennent sur Skype, puis ça va loin. Ah oui, même sur Internet. Oui. Oui, oui. Hey, sur le site de TVCO d'ailleurs. Cessons de se vanter, là. Pardon. On se calme. Hey, on s'est laissé la dernière fois. Ramène-nous un petit peu. Il fait quand même quelques semaines. Là, Mais là, Paul est rendu à Beaupré, puis François, son patron, qui l'attend en forêt, a chargé un de ses hommes de le faire rencontrer M. Harris, qui est supposé de l'engager. Puis on vous a laissé quand Paul était assis devant M. Harris, puis là, M. Harris, il avait dit, ben écoute, ta première classe avec des notes comme tu as eu là, la compagnie se fait un devoir d'engager ça. Se fait un devoir, on laisse pas aller ça. Bon. Puis, surtout quand il est recommandé par François, le contremaître en haut. Alors, seulement, Paul lui racontait ses déboires de fin d'année, sa vacance à Baie-Saint-Paul et son stage à Valcartier. Vous savez tout ça, vous vous rappelez de ça, là? Paul, quand il a entendu parler qu'il était demandé en armée, il a capoté, je répète le mot, capoté complètement, il est venu. Ah oui. Comme mon père disait, fou comme un balai. Hors de lui-même. Bon. Eh oui. Et on l'a réparé, si je peux m'exprimer ainsi, en l'amenant à Baie-Saint-Paul avec Mme Germaine pour le restructurer, lui permettre de retomber sur ses pattes. Puis après ça, il a fait... Prendre ses sens. Bon. Regarde. On a un assez dit de vieux mots. Pendant qu'il l'écoutait, il l'inscrivait. On parle de M. Harris qui écoutait Paul. Pendant qu'il l'écoutait, il écrivait une colonne de 3 chiffres sur sa tablette quadrillée. Il lui présenta la feuille en disant « Paraît-il que tu comptes vite, additionne Bedonsort, s'il vous plaît. » Paul plaça ses 2 doigts sous les 3 premiers chiffres, descendit toute la colonne de 9 chiffres, tendit la main au patron pour obtenir son crayon, le prit et inscrivit la réponse. Et il lui a remis la feuille en disant « Vérifiez, s'il vous plaît. » C'est avoir un esprit cartésien, pas à peu près, hein? Oh, ouais. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un gars, comme on peut dire, on peut compter sur lui. Oui, oui. Il sait compter, oui. Parfait, répondit le patron, souriant quand il l'a eu complété à son tour. Et il lui complétait de vérifier à son tour. Puis, il ajouta « François m'avait dit que tu faisais ça très facilement. Là. Bon, ben, je t'engage comme mesureur débutant en forêt. La compagnie paye 100 $ par mois logé nourri. Obéis à François, sois honnête, puis tu seras bien avec la compagnie, Abitibi Paper. » Il lui tendit la main en disant « Voudrais-tu, s'il vous plaît, faire une démonstration comme tu viens de faire ici, là, devant les gens du bureau? » « Ben oui, répondit le nouvel employé en suivant le patron. Ah ouais, Il entra dans le bureau de la comptabilité, où il sortit sa tablette et son crayon, dressa une colonne de 9 chiffres semblable à ce qu'il avait fait tout à l'heure dans son bureau, la montra aux 6 employés et la donna à Paul, qui inscrivit la réponse quand son index pointa le dernier chiffre. « Vérifiez, dit-il, comme à son habitude. » Les 6 employés, après vérification, restèrent bouche bée, et le patron d'ajouter « Si on manque d'ouvrage en forêt, là, on te fera une place assiette, dans le bureau. Bonjour, bonne chance, t'ajouta-t-il en le laissant sortir. Ah oui. Hein? C'est bien. On va le mettre comptable. Oui. Dans le bureau. Il revint vers son guide et qui lui demanda « Où est ta valise? Ici, pas loin, là, chez les parents de Marie-Blanche. »« Ah, je sais où que c'est, » se dit-il en montant dans l'auto. Arrivé quelques instants plus tard, ils cherchèrent la valise et le violon de Paul dans la grande auto. Ils allaient partir quand M. Giguère arriva. « Tu partiras pas sans nous jouer un air ou deux, là, toi, s'il vous plaît. » là. Et Paul de répondre « Ça me fait plaisir. Me souviens de vous, au noces à Léopold, vous m'aviez dit que je jouais bien.
C'est bien pour ça que je veux t'entendre encore, lui répondit-il. Parce que, parenthèse ici, c'est un musicien, le vieux M. Giguère, c'est le maître chante à Beaupré. Puis, il y a une voix de ténor un peu rare. Il chante très bien, puis il connaît la musique. Puis il a entraîné ses 2 petits-fils à être des musiciens, puis sa fille, à qui il a montré le jouet puis le piano, par sa femme, Marie-Blanche, qui est une Huronne, tu te rappelles? Ah oui. Bon. C'est pas ça que je veux t'entendre, lui répondit Paul d'ouvrir son étui, prendre son violon, l'accorder rapidement, de s'asseoir sur le garde de la galerie et d'entonner bien fort, coup de bain, là, puis toi, t'as des grosses précisions à faire là-dessus, et d'entonner bien fort l'oreille de la pointe au pic. Quelques instants seulement plus tard, plusieurs curieux entouraient Paul tout surpris. Quand il eut terminé la première pièce, monsieur le maître de chante lui dit « Me souvenais, tu jouais bien, mais tu t'es pas sensiblement amélioré, mon homme. » « Merci, fit Paul avant de lui jouer la galope de la Malbaie puis le rille Saint-Or. » Je te laisse-tu parler de ça? Ben, écoute, Joe Bouchard. Hein? De Joe Bouchard. Joe Bouchard, y a-t-il meilleur violonneux, hein, comme on les appelle, que lui dans l'histoire du folklore au Québec? C'est difficile à trouver. En tout cas, le top niveau, c'est quasiment le top. Et en plus, qu'il est, comment dire... ah oui, en passant, hein, Joe Bouchard a longtemps été attribué comme étant un résident de l'île d'Orléans. Hein. Tous les disques qu'il a fait sont marqués musicien de l'île d'Orléans. Mais en fait, Joe Bouchard est né à la Pointe-au-Pic. Oui. Hein? Puis il a commencé à jouer à Pointe-au-Pic, il a joué longtemps là avec sa sœur Blanche. J'en ai des petits bouts de ça. Avant de déménager à l'île d'Orléans. Quel âge avait-il à peu près, d'après toi, quand il a déménagé, Joe Bouchard, vers l'île d'Orléans? Il avait proche de 40 ans, d'après moi. Une quarantaine d'années? Ah, quand même, moi, je pensais un peu plus jeune. Je pensais que c'était quand il s'était marié avec une femme de l'île d'Orléans qu'il avait déménagé là-bas. Ben, ça pouvait être 30 ans. Moi, j'ai dit 30 à 40. Je n'ai pas de précision là-dessus. Ouais, de la manœuvre, là. Ouais, de la manœuvre un peu. Ah oui. Et puis, son fameux reel de la Pointe-au-Pic, hein, qu'il a disqué la première fois sur un vinyle, comme on a vu la dernière émission, là, en 38 la première fois. C'est dans ses 3 premiers disques, je crois, qu'il a gravé ça. Ben, ce n'est pas le reel de la Pointe-au-Pic. Et c'est ça, c'est là que le bas blesse un peu dans cette histoire-là. Hein. Les spécialistes en musicologie là, ont analysé ce reel-là parce que c'est le reel un des plus populaires dans le Canada français, hein, le reel de la Pointe-au-Pic, qui a été joué par des dizaines. Oui, mais ce que tu veux dire, puis ce que moi je crois, là, c'est qu'il l'avait harmonisé, le reel de la Pointe-au-Pic. Il l'avait joué, adapté, il l'avait rythmé. Rajouté. Il avait donné moi, du j'ai rythme. entendu dire qu'il faisait exprès pour rajouter. On employait le mot fion là-dedans. Ah oui, pour que sa couleur. Les autres ne soient pas capables de l'imiter. Les autres violonneux du temps. On prétend qu'il y a 2 origines pour le reel de la Pointe-au-Pic au niveau de l'œuvre globale. Il y en a une première qui dit que c'est une pièce corse qui serait venue ici par des colons français venus de la Corse et qui s'est transposée ici. Et une autre nous l'amène de l'Écosse. Ah. Oui. Alors, il y a une deuxième hypothèse selon laquelle ce reel-là, donc, serait venu aussi ici en terre du Québec. C'est pas impossible que ça vienne de l'Écosse. Ce qui en fait le reel de Pointe-au-Pic, essentiellement, c'est Joe Bouchard. Oui. Il a appris par la tradition orale et musicale cette pièce-là, et il l'en disque en 38 sous le nom du reel de la Pointe-au-Pic, et il va rester avec le nom, mais sans qu'on fouille plus loin son origine. Mais en fait, oui, nous autres, on va lui garder son nom du reel de la Pointe-au-Pic parce que c'est bien, mais c'est pas lui qui l'a composé comme tel. C'est lui qui l'a, mon père disait, fionné comme il est là. Il rajoutait des détails puis des petites notes pointues de façon à ce que n'importe quel violonneux ne pouvait pas. Apparemment, il avait une dextérité extraordinaire puis il avait des grands doigts. Il pouvait aller chercher avec sa main gauche des notes pointues. Très aiguës. Oui. Mais très aigu, c'est le vrai terme. Ben oui. Moi, j'ai dit pointu, mais ça voulait dire la même chose. Et quant à la galope de la Malbaie, la deuxième qu'on interprète ici, là, ben, ça, c'est de lui, par exemple. Ça c'est de lui au complet. Et le mot galope est pour le mouvement de danse qui est associé au reel. Hein. C'est pour la rythmique des danses. Un galop, c'est ça. Tout le temps. C'est pour donner aux danseurs un rythme donné. Excusez la répétition. Tout le temps du reel, tu as l'impression que tu entends galoper. C'est ça, des sauts. Ouais. Alors, voilà. Alors, Joe Bouchard, quand même, ces 2 titres-là font partie de je dirais, des grandes chansons du folklore québécois. C'est ça. Puis, pour tomber sur nos pattes, Monty Paul, qui est devenu un violonneux émérite,
Bon, Oui. réussit à jouer Joe Bouchard parfaitement. C'est pour ça que le maître chante, lui fait des compliments. T'es amélioré pas mal, mon petit gars. Puis là, il est fier de lui. Puis Joe Bouchard a une relève maintenant à Baie-Saint-Paul avec un jeune homme, hein? Comme Ben tu dis, ben oui. On l'amènera aussi une On fois. l'amènera, on peut le nommer. Oui, oui. Hein? Bernard Bernard Bouchard. Bouchard. Bernard Bouchard qui est un bon violoniste. Hein? Il y a les deux, violonneux et violoniste. Hein? C'est ça sa qualité. Ben oui. Et il puis fait les deux. lui, il nous ramène hein, du Joe Bouchard et même du Potvin, hein, Oui, monsieur. oui. Là, laisse-moi te dire d'autres choses. Je ne peux pas passer sous silence. Tu sais, Joe Bouchard jouait avec sa sœur Blanche au piano. C'était très bonne. Puis la dernière fois que je me suis servi de petit monsieur Bouchard, moi, c'était au lancement de mon 2e tome, quelque chose du genre. Puis j'avais demandé à Lise Otis de l'accompagner au piano. Puis là, je les avais baptisés de Joe Bouchard puis sa sœur Blanche. Lise en Lise parle devait encore. rester. Mais elle a dit ça, c'était un titre que je ne me connaissais pas. Je l'avais rebaptisé. Ouais. Bon. Alors voilà notre aparté concernant ça, mais C'est ça. ça méritait qu'on en parle un peu. On a pris le temps de le dire, puis on n'a pas dit de sottise, puis c'est la stricte vérité. Ça, c'est les gens qui en jugeront. Bien, ils jugeront, ils vont s'apercevoir qu'on est dedans. Ah oui. Quand il se leva, il remit son violon dans son étui, plein de monde l'écoutait, et l'un d'eux lui dit « J'organise des galas, moi, des soirées d'amateurs, viendriez-vous jouer? Ça dépend si je suis disponible. Monsieur Giguet sait comment joindre. Merci, leur dit-il en montant de l'auto. Petit Paul, ça ne le fatiguait pas plus que ça. » Le chantier forestier. Ils roulèrent vers Saint-Ferréol et traversèrent la rivière Lombrette pour se diriger vers la bordière de la compagnie Abitibi, que les gens du coin appelaient le Chac, où ils arrivèrent quelques minutes plus tard. Le gardien leur ouvrit la barrière, mais le conducteur, au lieu de passer, ouvrit plutôt sa portière, se leva sur le marchepied pour demander au gardien, après l'avoir salué, « S'il vous plaît, le voulez-vous signifier à Boss François que nous sommes en montant? Merci, bonjour. » Puis il franchit la barrière et le chauffeur dit à Paul, « Tiens, mon homme, on roule sur le territoire forestier de la compagnie Abitibi, pour laquelle tu travailles maintenant. Je suis content pour toi. » Une vingtaine de minutes. Il y a une rivière Lombrette dans le coin de Saint-Ferréol. Oui. Ouais. Il y en a une à Baie-Saint-Paul aussi. Oui. Tu sais qu'une Lombrette, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une hache. Une petite hache. En Oui. langage amérindien. Hein? Et Noël Simard, l'ancêtre des Simards Oui. d'Amérique, là, quand il est venu Qui a s'installer apporté ici, ça. là, il a été surnommé Noël Simard, dit le Lombrette, ou le Lombret BRET, ça dépend comment ce que les prêtres l'écrivaient, mais c'est Lombrette. C'est parce qu'il manipulait bien la hache, un bon bûcheron, alors il a été surnommé. Et Moi, j'ai appris plus loin que ça, Ouais. à mes recherches. C'est qu'une brette, c'est un outil pour faire des sillons dans la pierre. dans la pierre, Parce que M. Noël Simard était un tailleur. un tailleur de pierre. Puis lui, il l'avait appelé Lombrette parce que ses coups de hache, de brette, lui permettaient d'allonger le joint tout le temps. C'est ce que j'ai réussi à apprendre de façon C'est une verbale. version rallongée et peut-être intéressante, fort intéressante, mais c'est dans les représentations qu'on fait de Noël Simard, on le voit toujours avec une hache dans les mains. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la Lombrette. Ben, c'est quand il est revenu ici ça, pour travailler avec Monseigneur de Laval, il a été obligé, à l'occasion, de laisser sa brette pour prendre la hache. Pour la hache. Parce qu'il fallait qu'il écarisse le bois. Quand il venait partir un moulin assis ici, là, il faisait la pierre, il faisait les assises, il faisait tout ça, il Tout. faisait les maisons. Tout. Puis après ça, ben, il avait écarré le bois. Ça fait que pour lui, de devenir un très bon écarisseur, il n'a pas dû avoir un gros problème avec ça. Non, pas compliqué pour lui. Parce qu'il Il avait était manœuvré déjà- la brette tout le Il temps. était de sa déjà vie. un bon tailleur. On cherchera plus loin là-dessus, mais on est dans certains. Ça tourne autour. Oui. Je suis rendu, mon homme. Une vingtaine de minutes plus tard. Une vingtaine de minutes plus tard, votre chance était là. Ils s'arrêtèrent devant le camp des patrons. François en sortit pour accueillir Tipol qui lui dit « Bonjour, Monsieur Lajoie. Soyez le bienvenu chez Abitibi Paper, division forestière, votre nouvel employeur. » « Merci, boss François. Je suis très heureux d'être de tes nombreux employés. »« Oui, mon homme. Quand ça bûche ici, là, on est 150 hommes. Ça fait du monde. »« Ça doit brasser certain, lui répondit-il avant d'ajouter.
Je m'ennuierai pas, je pense pas. Et François de répliquer. Tel que je te connais, là, hein, ça sera pas long que tu vas connaître tous les agents, puis tout le monde par le nom. Et notre nouveau mesureur d'ajouter, non, ça sera pas long. Si tu veux, Jean-Claude, on va faire une pause dans l'émission maintenant. Oui. On se retrouve dans 2 petites minutes. Puis là, on va parler de la grande dalle. La grande dalle. À tout de suite. Pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain. On est de retour, Jean-Claude. On parle maintenant de la grande dalle qui passe sur la côte de la Miche, je présume. Hein? Ça doit être celle-là, la fameuse C'est grande ça, dalle. qui Hein? partait, d'où on est là, qui partait à 3000 et demi plus loin, de la centrale La électrique, centrale, puis qui amenait le bois directement au moulin de Beaupré. c'est ça. On appelle ça aussi, dans le jargon plus technique, un arboriduc. Avec pas ce Avec mot-là. un genre de grosse dalle dans laquelle circule de l'eau, on jette les billes dedans et elles flottent en descendant jusqu'au moulin à Beaupré. Un arbre beau, Un oui. arboriduc. Arbo pour arbre et puis duc pour aqueduc, conduit d'eau Ah bon? pour amener les arbres au On arboriduc. apprend bien tous les jours, Bon, hein? écoute, il n'y a pas de mal à se faire Je du bien. connaissais moi. pas. Je connaissais pas ce mot-là. Mais oui, un arboriduc, La le nom grande- technique. Mais dans Mais ce pour temps-là... nous là, autres, c'est la grande dalle pareil. oui. Nos gens ne devaient pas être assez précis pour employer ce mot-là. En tout cas, la grande dalle. Soudain, en levant la tête, Paul découvrit une longue ligne sombre, loin, très loin même. Il demanda alors à François, « C'est quoi la grande affaire brune qu'on voit là, au loin, là? » Ça, mon homme, c'est la dalle qui amène le bois au moulin. Tout le bois qui est coupé sur le territoire descend dans cette dalle-là, questionna-t-il encore? Oui, fit François de la tête. Ça se peut-il que Michel soit déjà venu travailler ici? Ben oui, mon homme, lui répondit le patron. Michel a travaillé avec son cheval quasiment 3 ans pour nous autres. Puis il ajouta, on a commencé à bûcher le grand bois dans l'hiver 37. Le char voyait au moulin d'en bas pour le faire scier, puis on a commencé la construction au printemps. On en commence où, la dalle? Questionne encore un petit Paul, toujours curieux. Mais on commence à 3000 et demi d'ici, là, au Sachute, lui répondit-il. Puis il ajouta, c'est à 3000, plus au nord. Dis-moi, Jean-Claude, je pense que dans la grande dalle, il ne circulait que de la pitoune, hein, de Pitoune. la bille de 4 pieds. Hein. Oui. Pas de bio. Je n'ai jamais vu passer, moi. Je me rappelle quand on était jeune, on voyait du passer. Chapuis du 4 pieds, Du dans 4 ce pieds. temps-là. Ouais. Le moulin était- Pour alimenter l'usine de pulpe là, Ouais. de Beaupré. Là. Parce que les meules travaillaient avec du 4 pieds. Avant les meules, il y avait les écorceurs, les parqueurs qu'on disait. C'était des immenses cylindres de 12 pieds de diamètre puis 50 pieds de long, dans lesquels rentrait la pulpe. Puis ça, avec des gros jets d'eau chaque bout. En roulant, puis en roulant, puis en roulant, la pulpe Je s'écorçait. présume que la grande dalle devait prendre sa prise d'eau dans la rivière Saint-Anne, hein? Ben oui. Sûrement, en haut. Ben oui. Ben oui. Il y avait là qui amène. As-tu une idée approximative de la date où elle a été démantelée, la grande dalle? C'est embêtant comme ça, hein? L'usine n'est pas là ne fonctionne plus depuis une bonne vingtaine Dans d'années. les années 70, d'après moi, C'est dur à dire, hein? 160, 110. Mm. Parce que moi, je l'ai vu quand on allait à Québec Oui, après moi les aussi, chemins elle étaient passait faits. sous la côte de la Miche, Ouais. puis on jetait toujours un coup d'œil. C'est Ben, un on peu... voyait des ben gouttelettes oui. de l'eau. là, Ben oui, puis- C'est aux alentours des années 70, je Ouais. crois, en passant. en passant. Ouais. Bon, là, petit Paul et grand Paul. J'ai hâte de voir ça de proche, de dire petit Paul, en se tournant la tête vers un camion qui arrivait. Toi, t'es chanceux, là. C'est grand Paul qui arrive, expliqua-t-il ensuite, avant d'ajouter. Après dîner, là, il doit se rendre au Sachute. Je vais t'envoyer avec lui pour voir ça. C'est le vrai Paul Baillargeon qui a levé le cheval à Michel sur son dos, là, demanda-t-il encore en se dirigeant vers le camion à la boîte fermée qui venait de s'immobiliser. Le camion, c'est celui-là. Le voilà. On le prend, t'es-tu capable de te On va reculer sans... essayer de... Je ne dérangerai pas trop la caméra, là. Regarde, on va essayer de faire ceci. Hein? Les deux manteaux. Bon. Il est beau. Il est beau, le Excellent, camion. travers, Hein? tu sens que tu voudras. Normand va le trouver beau. Excusez-moi pour la caméra un petit peu, mais on Mais c'est va, pas grave. on va, tiens.
fallait monter ça Fallait parce monter que ça. c'était un camion, un gros camion Mercury, vous le voyez, là, c'est bien marqué dessus. Puis avec une boîte en bois, puis une toile sur le dessus, puis un panneau en arrière. Ah oui, le panneau qui Tu se peux, défait. tu peux décrocher Ouais, la ouais. patte qu'on appelait la chaîne. Là. Il faut qu'il défasse la petite patte qui est là. Bon. Et Tu voilà. laisses baisser le On panneau laisse jusqu'à baisser l'horizontale. le panneau, et voilà, il se tient tout seul. Bon. Et à l'intérieur, C'est la grosse boîte qui s'en va porter au sécheux. voilà. Mais comme tu es un surhomme, tu l'as porté dans ta main, les autres, ils l'ont roulé à terre. Ah, il est Bon, beau. on parlera de ça plus On loin. parlera de ça plus loin. Il voit arriver le camion. Là. Est-ce qu'il vit descendre d'un homme de très grande stature? Il comprit que c'était la bonne personne. Il s'approcha de lui presque en courant et il lui lança. « Bonjour, M. Baillargeon. Je connais votre sœur qui a un restaurant à Québec. Là. J'ai mangé là encore la semaine passée. » Mais c'est vrai, Ben en oui. revenant. Ben je me oui. rappelle. Bonjour, répondit l'homme de haute stature, dis-je bien, en lui tendant la main qui faisait plus de 2 fois la sienne. Si Paul, vif comme toujours, ajouta sa main gauche par-dessus les 2 mains serrées. Les Baillargeons, Il continua tout fier. comme on dit, il faut être poli avec eux autres. Oui. C'est beau, on continue là. Monsieur Baillargeon, je vous connais par Michel Simard, celui dont vous avez levé le cheval sur votre dos. Là. À qui j'ai affaire? Questionna le colosse. Mon nom, c'est Paul Lajoie, puis je suis le nouveau mesureur ici, répondit-il tout fier. Pour ajouter ensuite, je restais sur Michel quand j'allais à l'école. Ah bon? Ben 2 Paul, c'est fait pour s'entendre, répondit le camionneur, tout en le serrant près de lui, afin d'aller saluer François, qui n'avait pas bougé. C'est pratique 2 Paul comme ça, quand tu bégayes, ça fait pas Paul. Papa. Ça n'a pas été long avant de faire connaissance, de dire François en serrant la main à grand Paul qui tenait toujours petit Paul collé à lui. Non, non, de répondre grand Paul avant d'ajouter, je suis fier d'avoir un nouvel ami et de lui frotter la tête. On tourne ça, là, je pense, oui. Bon, ben allons manger, fit François en les devançant à la cuisine. Il choisit une des tables libres, François en face, en face des 2 Paul, toujours inséparables. Si Paul avait toujours goûté à son repas, qu'il dit, François, la soupe est quasiment aussi bonne que celle-là à ta mère, Mme Germaine. T'as raison, de lui répondre François, qui ajouta, ben j'aime encore mieux celle-là, maman. Puis, sûr. tous les 3, hein? Bien sûr, ça, Bon. la mère est tout à meilleure. Puis, tous les 3, ils savourèrent le bon pâté chinois presque en silence, tellement il était délicieux. Mais tu pas l'avait encore fait. Il se servit une 2e morceau de tarte au raisin en disant « c'est trop bon ». Et François de lui répondre « si tu continues à manger comme ça, là, tu vas engraisser et on ne pourra plus t'appeler Petit Paul ». Ben, on l'appellera Monsieur Paul, le répliquait Grand Paul en lui frottant la tête. Ou gros Paul. Ou Gros Paul. Paul, fit François, ça te dérangerait pas trop si je te donnais un passager pour que tu lui expliques le trajet jusqu'au séchute? Ça me fait plaisir. Tu vas faire un beau voyage, mon homme. Quand tu seras prêt, là, tu viendras m'aider. J'ai du stock à décharger ici à l'entrepôt avant de partir. Oui, boss, je suis prêt, fit un petit Paul tout souriant. Puis François s'enquit à Grand Paul. T'as rien de spécial à décharger, tu vas être capable avec petit Paul. Ben, il faut arrêter aux 3 caches pour y laisser des madriers, des ferrures. Le reste, ça va au séchute. C'est du matériel électrique pour les turbines. Là, vous il y a du monde, puis ils ont des palans, puis ils sont capables de nous aider, on n'aura pas de misère. La boîte que tu as montré tantôt, Ouais. là, c'est là-dedans. Bon voyage, puis François, avant d'ajouter, t'arrêteras de me parler en revenant. Dès que les 2 Pauls eurent déchargé la ferronnerie de l'entrepôt, ils approchèrent le camion de la cuisine pour y laisser la farine, le sucre, la graisse, la viande que le cuisinier en second alla tout de suite accrocher dans la cache. La cache, on avait un autre mot pour ça, là, je ne le trouve pas. C'était un appartement à peu près de 8 à 10 pieds carrés, rembrité avec du screen, qui était dehors. C'est là qu'on accrochait les quartiers de viande. OK. Il y en a qui Mais ont je connais donné. pas le nom, là. Non, je ne l'ai Autre pas, jour. on va nous appeler pour nous le dire. Tu vois, Oui, on va oui, nous quelqu'un rappeler. qui nous écoute là, Ouais. va nous en faire part. Paul remit ensuite tous les mémos de livraison au chef cuisinier et vérifia avec lui si toute la commande était complète. J'ai tout mon stock, de dire l'homme vêtu de blanc. Merci, Paul, à la prochaine, lui dit-il en lui serrant la main. Viens-t'en, mon homme, fit grand Paul, qui vit grimper petit Paul dans la cabine plus vite qu'il ne l'aurait imaginé.
Les 3/4 de mille qui séparaient de la première cache ne se complétèrent qu'en 3/4 d'heure, car l'état du chemin était lamentable, ce qui veut dire à Grand Paul, « C'est de ma faute, j'ai jamais le temps d'accrocher la gratte quand je viens. » Mais Paul l'a questionné, « Viens-tu à tous les lundis? » « Ah oui, le lundi matin, c'est sacré. Je charge à Beaupré, puis j'arrive ici au Chac vers midi. » Et Paul d'ajouter, « Si François est d'accord, je pourrais t'aider lundi matin, là. On pourrait gratter. J'enlèverai les roches en arrière. En arrière. Es-tu d'accord? » Ben, je serais bien d'accord à 100%, mais c'est dur, mon petit gars, enlever des roches en arrière de la gratte. Fit-il en descendant du camion. « Qu'est-ce qu'on décharge? » demanda Paul. « La quinzaine de madriers de 4 pouces d'épaisseur. » Et il ajouta, « Laisse-moi faire, c'est pesant. Place-moi plutôt les baguettes entre les morceaux, là, ça va m'aider. » de dire le grand Paul en arrivant avec une des lourdes pièces de bois. « Ça sert à quoi? » demanda Paul. « C'est des pièces de remplacement pour la dalle, de répondre le colosse, sans interrompre le rythme de son déchargement. » Et il continua son va-et-vient et précisa que les 2 menuisiers chargés de la maintenance de la dalle trouvent toujours à cet endroit les pièces dont ils ont besoin pour l'entretien. Pour maintenir la dalle en bon état, Grand Paul s'essuya le front avec son grand mouchoir rouge quand il eut déposé le dernier morceau, puis Paul essaya d'en soulever un bout. « C'est bien pesant, ça, dit-il. »« Ben oui, de répondre l'homme fort. C'est du 4 par 8, 12, 14 puis 16 pieds. Ça se laisse porter. » Puis en plus, il est vert. Ouais. En refermant la porte de la petite cache numéro 1. Ils montèrent dans le camion qui, quand les amena à la cache numéro 2, à 1 mille et demi plus loin, où ils n'auront que quelques ferrures et quelques boulons et écrous à décharger. Avait eu le temps d'expliquer le camionneur expérimenté à Paul tout oui. Puis là, il y a un titre ici, on va pas si on va avoir le temps de tout dire ça, mais ça va être bon. On peut le commencer un peu, mais pas long. Intrus dans la cache numéro 2. Paul, viens voir, dit Paul, qui était déjà arrivé à la porte. Et il ajouta le cadenas. Le cadenas. Là. Bon. Bon, le cadenas n'est pas sur la porte. Les gars ont dû oublier de le barrer, de lui répondre le camionneur qui était à descendre dans un bruit de chaîne, le lourd panneau du camion. Non, viens voir, de répliquer un petit Paul plus convaincant. En arrivant, il vit que le cadenas était bien à l'arrière de la barre de retenue. Il tira sur la barre et aperçut un grand jeune homme aux longs cheveux noirs qui fit mine de se lever, mais que Paul rassit en lui plaçant sa large main sur la tête. « C'est pas un voleur, dit l'homme, je me cache pour pas aller à la guerre. » Et pas peur, on te déclarera pas. Il répondit Paul avant de l'ajouter. « Ah, Paul, hein? Non, si tu veux pas aller à la guerre, c'est ton affaire, c'est pas de la nôtre. » Ah oui. Puis il lui prit le bras gauche, ce qui le fit hurler de douleur. « Montre-moi ça, ouais, dit le camionneur, en s'assoyant près de lui sur la pile de 2 par 8. J'ai tombé en courant sur le tracel, puis je pense que je me suis cassé le poignet, dit le fugitif, en grimaçant de douleur. T'as tous les doigts bleus, c'est bien trop serré ton plancement, là. Faut défaire ça, ajouta-t-il, en commençant à défaire le rudimentaire enrobage de bois, quelques mots, et de linge déchiré. Ben, j'ai voulu me faire un attel pour pas que ça grouille, de préciser encore le jeune homme, qui se tordait de douleur. Montre-moi ça, fit Paul tendrement. Après avoir regardé, palpé, il lui dit, ça fait-tu bien longtemps qu'il est à marcher comme ça, là? C'est la 3e journée de lui répondre le malheureux. Il n'avait pas fini sa phrase qu'il poussa un hurlement de douleur alors que Paul tira d'un coup sec le poignet malade en disant « Ça n'aurait jamais repris comme il faut. T'aurais toujours eu le poignet croche, il n'était pas à sa place. » Jean-Claude, le poignet n'est pas à sa place. Je voulais me rendre là. Tu voulais te rendre là, on est rendu là. Oh, Là, c'est l'ultima verba. T'as fait un grand coup, là. Je suis dépêché. Ça, c'est ce qui s'appelle à mettre le pied sur le gaz. Oui. Puis on pourra reprendre là. On prendra là. Intéressant. On va faire une marque, gens. là, Oui. dans ton texte. Et puis, Jean-Claude, ce fut très captivant, encore une fois, comme d'habitude, en espérant que ça vous a plu chez vous à la maison. On se retrouve dans quelques semaines.
On sera encore heureux, Rosaire et moi, de vous voir chez vous, dans vos maisons, puis de continuer mon histoire. Merci, bonjour à tout le monde. Bonsoir peut-être. Mais Au plaisir, à une prochaine. portez-vous bien. Au revoir.